Bref. Sirop de cerise. Alors, quand vous jouez face à un adversaire qui joue Ignite, vous voulez prendre des trades, mais pas trop. Vous voulez juste prendre quelques trades, de sorte à ce que votre adversaire perde sa part d'HP, que vous ne tombiez jamais en seuil d'execute, de mourir. Mais vous pouvez base TP, et ensuite votre adversaire est bloqué sur sa face de lane. Donc il faut savoir être intelligent dans sa prise de trade, surtout que Ahri a du sustain, ce que Nico n'a pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle farm correctement, elle peut récupérer son passif. Alors une Nico qui start au E, c'est censé pas pouvoir lane trop facilement. Ah, c'est dommage. Et vous avez deux façons de voir les choses avec Ahri. La première, quand vous affrontez Nico, pattern de trade, vous avez vu mon guide trading, si vous l'avez pas vu, vous allez mettre un like dessus, un commentaire, et vous allez aussi me suivre. Vous avez de la move speed sur votre W. Face à Nico, il y a deux spells qui sont des skill shots. Si vous utilisez votre Ahri, vous avez deux façons de voir les choses. Soit vous utilisez votre Luciole en réaction face à un spell adverse, soit vous utilisez Ahri de manière offensive, c'est-à-dire que vous n'attendez pas les spells de Nico pour appuyer sur W in. Donc dans les deux cas, vous devez être actif au niveau du Z, d'accord? Juste l'utiliser. Pas pour farm. C'est pour ça que là c'est difficile. Ah là, le Z s'il avait été utilisé, regardez, ça c'est l'exemple typique de réactif ou proactif. Dans les deux cas, faut faire l'un ou l'autre. Si vous faites aucun des deux, vous allez perdre naturellement. C'est pour ça que League of Legends c'est de plus en plus dur quand tu montes en elo. C'est que à niveau gold, tu peux encore gagner des games en étant ni proactif ni réactif. Là, c'est l'exemple typique d'une situation où avec Ahri, tu dois être soit réactif, soit proactif. C'est-à-dire que tu peux trade avec ton Z, ou alors tu peux réflexe dodge des spells avec ton Z. L'un ou l'autre. Il faut savoir utiliser son kit convenablement, et ici c'est l'exemple typique d'un moment où le Z est up, l'adversaire lance son E à longue distance en plus, à longue distance. Hein. Là, je peux comprendre que le side step soit pas évident pour tous les joueurs, vu qu'en gold donc on n'est pas encore à l'aise avec les skill shots et les side steps, mais le Z permet de faciliter ce processus. Donc il ne faut pas hésiter à faciliter ce processus en utilisant les outils qu'on te donne, tu vois. C'est comme si je te disais creuse un trou, tu me disais ok, et tu commençais à creuser avec tes doigts alors que tu avais une pelle à côté de toi. Tu vas me dire MDR, il est con ce mec, vraiment abruti. Et ben un peu c'est moi ce que je vois quand je regarde ça entre guillemets. C'est la même logique. Quand je te donne une petite pelle et toi tu y vas avec les mains, avec les ongles. Bah, c'est pas ouf, on est d'accord. Bah c'est pareil ici. Si on vous dit dodge des spells, ok, bah tu peux les faire avec la main nue, hein, c'était bon. Ou alors tu utilises ton Z pour pouvoir side step. Et tu vois, prendre ce E, plus ce Q, plus cet auto qui proclame l'électrocute, plus l'auto derrière, le trade est très bon pour la Nico, mais heureusement le trade back est bon aussi. Ça c'est la bonne nouvelle, ce qui fait que maintenant, ce qu'il faut savoir faire c'est prendre instantanément les deux potions, ce qui est le cas, et survivre à ce petit timing qui est pas trop dur normalement. Hein. Là, elle se transforme. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Il y a un coaching qui vaut ça, un test de QI. Hein. Non, je dis ça, bien sûr, évidemment, moi aussi je me suis fait avoir par ce genre de choses, mais pas aussi salement. La Nico a eu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire un solo kill plus un bon base. Donc là, c'est dramatique. Et tout est basé sur le fait que l'utilisation du Z est mauvaise. Soit tu es proactif, tu attaques la Nico, ou soit tu es réactif et tu dodges les spells de la Nico. Quand tu es face à un champion qui joue Ignite, généralement, t'aimes bien être réactif avec ton Z de sorte à pouvoir perdre le minimum de points de vie et toujours asphyxier ton adversaire au niveau de toi, tes HP que tu lui enlèves. Nico peuvent me ganker en Elder, je tomberai toujours dans le panneau. Réel. Surtout quand vous êtes des main ADC, vous êtes des crasses les main ADC, d'accord? Je vous assure que là, tout de suite, je lance une game de Nico en Chal, quel que soit les lots. Que ce soit du Chal, que ce soit du bronze, de l'Iron, que ce soit du Silver, que ce soit du Platine, n'importe quel elo. Je me transforme en canon, je cours sur un ADC, il me tape pour essayer de récupérer les gueules du canon. Donc là, Nico est en train de faire le Drake. C'est un bon trade, mais il n'y a plus de mana, et la mana c'est important, et comme tu as eu un mauvais base, il n'y a pas de chapter, donc il faut savoir aussi utiliser ses spells correctement. Si tu fais ce genre de trade, ça c'est un peu plus tard dans League of Legends qu'on commence à apprendre la gestion de la mana, correctement du moins. C'est parce que la gestion de la mana, c'est savoir garder de la mana pour avoir des spells, tu vois. C'est logique. Maintenant la gestion de mana est liée aussi avec d'autres concepts sur League of Legends, par exemple la gestion de la mana est liée avec ce que tu veux faire dans la game au niveau des spikes. Donc généralement spike et gestion de mana c'est deux choses qui sont liées. Comment ça? Parce que
Quand tu joues Harry, actuellement, puis sur X, tu vois les golds que t'as, tu veux Chapter. Donc si tu as assez de gold et qu'après cette wave tu veux base, tu peux lancer un trade sur la Nico et partir, tu vois. Ou juste partir dans les deux cas. Par contre, si tu veux rester une wave de plus, ou qu'il y a une escarmouche qui se prépare, tu n'as pas le droit d'utiliser ce E suivi de ce Z, parce que derrière, tu n'auras pas la mana pour push la next wave et base, ni pour répondre à une escarmouche. Donc, oui, au trading, non, 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 quand la gestion de mana est mauvaise. Parce que là, si tu restes une wave de plus, c'est du troll. Là, c'est fine, et là, c'est pas fine. Pas de mana, qu'est-ce que tu fais? R et Z, grand max. Et qu'est-ce qui aurait pu être passé? Regardez ça, cette situation-là. Qu'est-ce qui serait passé là? Si elle avait eu tout sa mana, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Si elle avait eu 80 de mana de plus, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Regardez. Je suis gentil, hein, je dis 80. C'est plus, non? Ouais, c'est 90 mana de plus. Prenons cet exemple. Que se serait-il passé avec 90 mana de plus? Elle aurait eu de quoi faire 3 de ses 4 spells. On est gentil, on va dire 3 de ses 4 spells. D'accord? On va être gentil. Elle aurait pu faire 3 de ses 4 spells. Est-ce que vous pensez, dans cette situation, une Harry avec R, Z, E peut tuer un Kha'Zix avec 400 HP? 300 HP. Malheureusement, gestion de mana. C'est ça qui est important. Et l'escarmouche divine Harry que tu attends depuis le début de la game, c'est-à-dire une escarmouche comme celle-là qui t'est donnée, c'est gratuit, se termine en catastrophe parce qu'il n'y a pas la mana. C'est ça qui est important à comprendre. Quel est l'eau? Gold de plate. Sirop cerise. C'est beau le sirop cerise. Pardon. J'ai beaucoup baillé hein, aujourd'hui. Même trade que d'habitude. Mais midlife contre midlife, c'est pas mal. Attends, faut pas hésiter à TP après ça. Quand t'as les golds pour acheter quelque chose, là t'as les golds. Elle joue triomphe. Oh non, 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 non. C'est bien ça. C'est une bonne réaction. La rage. La haine. C'est une très bonne réaction. Ah, c'est une bonne réaction aussi. Oh. Nice try, mais pas passé. Là, on est en train d'overcommit sur la bot lane. Ah, la wave, la wave, la wave, la wave, la wave. 1 mêlée, 2 mêlées, 3 mêlées, 4 mêlées, 1 range. Je vais vous donner un secret tip, d'accord? Si vous savez, en fait, la gestion de wave, quand le guide sortira, peut-être que vous serez meilleur. Mais en gros, ce que vous devez comprendre, c'est que je peux... Oh, une ceinture. C'est que quand vous faites une rotation, vous avez un timer au-dessus de la tête. Il est plus ou moins gros par rapport à la gestion de wave, d'accord? Quand vous arrivez dans cette situation là, comme ça, vous êtes dans ce timer là. Est-ce que vous pouvez me dire, genre, à peu près, un timer de temps que vous avez pour faire une rotation? Vous pouvez, tu vois, est-ce que vous êtes à l'aise pour me dire, ouais, là en vrai j'ai un petit créneau, tu vois, un grand créneau, tu vois, un moyen créneau, vous voyez.
Mais en fait, c'est ça qui est bien avec la gestion de wave, c'est que c'est pas simple. Et dans cette situation, la wave bounce back. Donc vous êtes en mode, bah, vu qu'elle la wave bounce back, j'ai le temps. Ah ouais, mais le problème, c'est qu'en fait, elle bounce back pas très bien. En fait, c'est pas un bounce back qui commence ici. C'est un bounce back qui commence ici. Ce qui veut dire que le bounce back n'aura pas lieu. Et si vous regardez, en pur naturel, eh bien, oui, ça bounce back. Mais le truc, c'est que il y a un CS d'avance. Voilà. Donc, tu perds 3 mêlées. L'adversaire perd 3 mêlées et un range. Donc, le timer est beaucoup plus fin. Parce que la wave bounce back. Mais donc, en résumé, tu vas perdre si tu rotates. Cependant, ton timer est en double timer. En gros, tu as 2 timers dans ton timer. C'est pour ça que la gestion wave, c'est important. C'est que si tu veux perdre le minimum possible, tu as un timer de 10 secondes avant que les mêlées meurent, tu vois. Si ton but, c'est de faire un play extrêmement long sur le reste de la carte, ça t'avantage. Parce que ton adversaire va perdre plus que tu perdras. Mais tu perdras aussi. Et c'est pour ça que cet exemple, par exemple, c'est un exemple typique de situation compliquée, même s'il n'y a rien à faire sur la carte. Hein. C'est un exemple typique de situation compliquée où sur le long terme, plus le move est long, plus c'est avantageux pour la Ahri si la Nico rotate aussi, vous voyez. Donc plus le move est long, plus la Ahri est contente. Cependant, il y a un timer de 10 secondes pour ne rien perdre ou perdre très peu, un timer de 30 secondes environ pour faire quelque chose sur la carte, et un timer max de 35 secondes, parce qu'une fois que ces secondes se seront dépassées, cette wave va crash sous T1 s'il n'y avait pas eu la Ahri. Ce qui veut dire que quand tu décales, tu as un vrai timer, environ, de X secondes, avant que ce soit négatif. Et ce que tu dois comprendre, et ça c'est un secret tip que je vous donne, c'est qui est avantagé, plus le move s'allonge. C'est-à-dire, est-ce que moi je veux que le move soit long ou court? J'aurai des exemples dans la guide gestion de wave pour vous expliquer ça. Mais quand tu arrives dans une escarmouche, surtout quand t'es mid, mais top et bot aussi, c'est combien de temps j'ai avant que le move, pour faire ma rotation, avant que ma wave soit en ma défaveur, tout simplement. C'est ça qui est important. Et si, dans la logique, ma wave n'est jamais en ma défaveur, c'est-à-dire que je peux faire un long move, mais le slow push est lent, ce qui veut dire que je perds beaucoup de CS avant d'être dans un état de wave avantageux. 10 secondes, tu perds rien, 30 secondes, tu perds, mais tu perds moins que ton adversaire, et 35 secondes, si tu fais 35 secondes plus de rotation, tu perds beaucoup plus que ton adversaire parce que la wave va bounce back vers l'adversaire vu qu'elle va crash et tu vas perdre toute la wave sous tourelle. Donc tu vas encore plus perdre que... C'est pour ça que la Nico, c'est soit elle reste mid, soit elle fait un trade tellement long que l'énorme wave qu'il y avait là, et le temps, parce que là si on attend encore 30 secondes en fait et qu'elle arrive retourne pas mid, vous voyez, et qu'on fait ça, ce fight là, ce qui va se passer c'est que naturellement au bout de 15 secondes, ça, même pas, cette wave va crash. Et si elle crash, qu'est-ce qui se passe? Là, on va dire qu'elle est là, à 45. 45, elle commence à se faire crash. La prochaine wave arrive ici. Ce qui fait que la wave d'après, enfin celle-là, là, va commencer à bounce back parce que celle d'après va venir sous la tourelle aussi. Ce qui veut dire que tu vas perdre une wave de plus et ton adversaire va en récupérer une de plus que toi. Ce qui est très bizarre, vous voyez. Alors qu'à la base, la wave était dans votre faveur. C'est pour ça qu'en fait, la gestion de wave, c'est une question de timing. Dans un certain cas, la gestion de wave est en ta faveur, mais ça prend juste un tout petit fragment de doigt pour que la gestion de wave passe de très favorable à défavorable de fou. Si cette wave avait crash sous tourelle et que Larry n'était pas revenu et que la wave suivante de l'adversaire avait crash aussi sous tourelle et que celle-là a commencé à stack pour se pusher vers l'adversaire, c'est Nico qui aurait été avantagé. C'est ça qui est important. Donc là on était rentré un peu dit dans la gestion de wave, mais c'est pour comprendre que il fallait faire attention en rotate. Ok. Vous voyez, ça c'est un réflexe de jungle qui est bien. Alors c'est peut-être un hasard, hein. Mais enfin bien, non c'est pas super bien non plus, mais parce que c'est compliqué à expliquer, mais le fait que la Nico n'ait pas de TP et que la wave ne soit pas une wave canon, c'est ok. Si ça avait été une wave canon, il aurait fallu juste la laisser bounce back, ça aurait été tranquille. Là il décide de la push parce qu'il est pas forcément le plus à l'aise non plus avec la gestion de wave, mais au moins la Nico perd tout ça. Le problème c'est que ça perd une plate en échange et que ça va bounce back dans l'autre sens, donc c'est vraiment pas mal. Maintenant ça va donner un créneau à la Nico pour rotate, parce que la Nico va rotate, va arriver, va crash cette wave, et là Larry elle a pas le temps. Vous voyez là c'est exemple typique 2, regardez. Exemple typique, vous êtes Ahri, vous êtes focus en train de baver sur l'événement qui a lieu. Maintenant la question c'est, combien de temps la Ahri a avant que ce soit la merde pour sa wave? Et ce temps là, c'est ensuite un choix que vous devez faire. Parce que c'est pas forcément un choix actuellement, c'est j'ai environ 10 secondes avant que la Nico crash cette wave.
Donc si dans 10 secondes le move n'est pas fini, je dois faire un choix. Est-ce que c'est mieux de continuer le move ou est-ce que c'est mieux d'aller récupérer ma wave mid? Vous voyez? Simplement. Hop. Vous comprenez? Ça c'est qui est important. Le truc c'est que dans certaines situations c'est super simple, dans d'autres c'est extrêmement compliqué. Voilà, pas tenté de freeze. C'est vrai, dans League of Legends, le freeze c'est extrêmement mauvais, sauf dans certains cas spécifiques. Les gens surcotent le freeze. Ne soyez pas comme les gens. Ne surcotez pas le freeze. Le freeze c'est la pire wave step du jeu, sauf si tu l'utilises à un timing clé. La meilleure wave step du jeu, c'est le push. Entre le freeze et le push, c'est toujours mieux le push. Le freeze, c'est bien que si tu sais parfaitement ce que tu fais avec. Dommage. On charme. On charme. Regardez le green. Comme un papillon de nuit sur une lumière. Dur. Se regrouper avec sa team égale tenter quelque chose. Ne pas se regrouper avec sa team égale... Oh. Égale repartir. Donc en gros, cette situation est l'exemple typique d'une situation que j'appelle néfaste. C'est-à-dire en gros, si tu te regroupes avec ta team au lieu de push bot, c'est-à-dire que tu veux créer du jeu ou réceptionner du jeu, l'un ou l'autre. Si tu te regroupes et qu'il se passe rien, et que tu restes mid, c'est-à-dire que tu ne fais rien. Être non proactif dans League of Legends, c'est mauvais. Tu veux toujours récupérer des golds. Donc là, si t'es mid, c'est ok pour défendre, mais t'es pas en position de défendre. Donc en gros, je sais pas si tu parles à quelqu'un et que t'es en train d'insulter quelqu'un sur Twitter, j'en sais rien. Mais soit t'es bot et tu pushes, soit t'es mid et tu accompagnes. Soit t'es en counter fight, ou soit t'es en proactivité sur le fight. Mais si tu es là, tu es ni en train de push, ni en train de défendre ce qui se passe. Ça, c'est du temps perdu. Plus un ulti perdu, plus des waves perdus. Vous voulez qu'on compte le nombre de goals que c'était ça ou pas? Alors, une wave canon. Une wave normale. Une wave canon. Et une wave normale. Et ensuite, quelqu'un va récupérer la wave canon. Donc nous avons perdu un total de 4 waves, dont 2 waves canons. Sachant que les canons scale avec le temps. Ça fait beaucoup. Je n'irai pas m'avancer dans combien de gold ça fait précisément, mais ça fait beaucoup. Voilà pourquoi League of Legends c'est important le decision making. Comprenez-vous le chat? Ça fait combien de temps que je suis sur cette game moi? Comme elle est encore longue, pas forcément envie de faire de dingueries. La Vayner overextend, c'est puni. On fight bien. On call le Nash, mais le Nash c'est pas possible à faire. Enfin, il est possible, hein. Mais c'est difficile, hein. Très difficile. Je pense que ça me paraît impossible même. J'ai rien dit.
Ça se finit bien. Là, on a un petit créneau pour gagner malgré la soule de montagne pour en face. On a un petit créneau pour gagner avec ce Nash. Un petit créneau pour essayer de prendre un maximum de gold. Et pour ça, quoi de mieux que de se regrouper une fois que le Varus sera en vie. Et de pas se faire catch. Aïe 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 aïe, double flash out avant un fight crucial. C'est ça, c'est ce genre d'erreur qui coûte cher dans une game. C'est flash out de Nautilus, flash out de Ahri, prochain fight. Il n'y aura pas de flash sur les deux champions, ce qui fait que on ne pourra peut-être pas clutch un fight qui aurait été free avec un flash. On se fait grave. On arrive à toucher un très bon bisou. Derrière, on peut tuer le Thresh. Le Varus se fait flash in. Se fait tuer, même pas flash in, il se fait juste tuer. Le creep canon qui se balade sur la wave, le support avait envie de le last hit. Ah, plutôt que de stun et de taper sur le Kha'Zix, on a essayé de dash out parce qu'on a fait ping back. Maintenant on reset. On reset, il y a l'Elder qui arrive soon. « 30 minutes de jeu. Elder. Il y a un fight qui commence, pas de flash sur cet Ahri. On hésite à dash in, on y va. On attend, on reste sur le côté, c'est un bon fight pour l'instant. Très très bon focus de la Ahri, excellent. Decision making. Ce qui va donner un fight gratuit. Et là, il y avait un call. Est-ce qu'on essaie de terminer avec la wave mid avec l'Elder? J'imagine que c'est ça le call qui va avoir lieu. Finalement, c'est pas le même call pour tout le monde. Voilà, le flash out instantanément. Ahri et le Nautilus ont préféré base pour créer une wave. On n'a pas le temps de finir avec 22 minutes, hein, évidemment. 22 secondes, pardon. On prend l'inhibiteur mid. On prend la T de bot. Et là, le problème, c'est que ça va reset. Et le problème, c'est que quand tu reset, derrière, il va falloir être très réactif. Extrêmement réactif. Il faut à tout prix finir la game avec cet Elder. Il est tellement fort. Et le decision making va être important. C'est qu'est-ce qu'on fait avec cet Elder? Parce que notre wave top n'a pas été setup et notre wave bot n'a pas été setup. Donc, comment on aurait pu avoir mieux que ça? Bien, ce qui revient en arrière, quand tu vois que la rebase pendant que sa team était en train de push sa wave, si. Eh bien, c'est là où on aurait pu avoir un decision making meilleur. C'est que la Ahri push top, va chercher cette wave, push cette wave, parce qu'on sait que là c'est fini. Ah, il y a l'inhibiteur qui est fini. Et la Ahri, ayant sa téléportation, peut rejoindre le fight à tout moment. Et en pushant top, elle setupait. Là, elle aurait été là, elle aurait pu push celle-là ensuite, et elle aurait setup le fight d'après qui aurait été sous la T3 top par exemple ou la T3 bot, l'un ou l'autre. Ça dépendrait de ce que fait les adversaires. Malheureusement, là on est coincé parce que regardez ce qu'ils vont faire, c'est en mode bah on n'a pas la T3 bot ni la T3 top, mais on a déjà l'inhibiteur mid mais on n'a pas de Nash. Comment on fait? Bah on va Aram mid. Et vu qu'ils vont Aram mid, ils n'auront pas la wave sur les sides et donc ils pourront rien faire. Jax va en side lane faire le travail que la Ahri aurait dû faire depuis les 45 dernières secondes. Et on se retrouve dans cette situation à vouloir forcer mid comme des abrutis avec un Elder. Et malheureusement, c'est très difficile de terminer une game avec seulement un Elder quand tu n'as pas une team qui est vraiment spécialisée dans le push. Donc là, on est là en mode, en fait, comment on fait? Il y a MF, Nico, si on tape la tour, on se fait agresser. Oui. Et qu'est-ce qu'il aurait pu avoir lieu? Bah, il aurait pu avoir cette wave qui aurait été push sous T3, on aurait pu ensuite turn sur le Nashor. Ça aurait été vraiment bien. Et finalement, on va rien pouvoir faire. Le Nash est call, mais personne ne veut le faire. On va turn le fight. Le Varus s'est déconnecté MDR. Et on n'a pas réussi à jouer avec l'Elder. Derrière on perd le fight et la game est finie. Decision making les amis. Decision making. C'est ça qui fait la différence dans League of Legends. Le decision making. Merci Alpha Mozo Nono pour le savoir-faire à Valton.